Tu peux te mettre de l'autre côté. Mesdames et messieurs, bonjour. On a essayé un peu de parler de futur. Aujourd'hui, je vais essayer de manière très schématique de simplifier ce que c'est l'évolution humaine. Comment on a pu évoluer à travers le temps. Alors, moi, j'ai eu la chance un peu dans ma carrière d'être à la fois médecin. J'ai arrêté ma carrière de médecin après un doctorat en 2006. Mais en même temps, j'ai fait beaucoup de technologie. Donc, et aujourd'hui, cette association médicale et technologie est quasiment le futur. Mais je ne vais pas vous parler que de cela. Alors, le futur de l'innovation. Pour parler de futur, c'est un point lointain, on ne sait pas où est-ce que ça commence, qu'est-ce que c'est. Tout le monde se pose des questions, de quoi sera fait demain. Et donc pour commencer, pour partir vers le futur, allez-y s'il vous plaît. Ah oui, le téléphone. Il est où? Il est là. Il est là, il est là. Voilà. Merci. Alors, c'est un point dans l'avenir, tellement de chemins qui mènent vers ce futur-là. Mais pour bien le cerner, il faut qu'on parte au passé. Pour simplifier encore plus les choses et comprendre comment les humains ont pu évoluer de manière assez linéaire. Mais en même temps, il y a des choses que je vais vous dire qui pourront vous déranger. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous montrer l'avenir éventuel qui nous attend. Je ne parle pas uniquement du Maroc, bien sûr, on est, comme vous le savez, assez en retard par rapport à ce qui se fait au niveau international. Mais, why not, pourquoi pas, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir s'arrimer à cet avenir, et pour cela, on va bien sûr commencer par le passé. L'innovation d'aujourd'hui, c'est ce qui mène vers l'évolution de demain. Et on va le voir, quels sont les deux paramètres qui ont permis à l'humain de sortir des savanes d'Afrique et de partir et de créer des civilisations jusqu'à fabriquer des avions aujourd'hui, des robots, des humanoïdes. Donc tout cela a une base. Une base très simple, qui est aujourd'hui assez galvaudée comme terme, et on va le voir. Donc c'est un chemin, l'innovation c'est un chemin qui a pris ses débuts pour nous, la civilisation moderne, il y a plus de 3300 ans avant Jésus-Christ. Je vais vous montrer le premier outil de data management, de data processing qui a été créé au monde, et ça a été fait il y a 3300 années, avant Jésus-Christ. Donc, le début de la civilisation, tel qu'on la connaît. Donc, pour vous, si vous voulez répondre à cette question, quelles sont pour vous les capacités humaines qui ont permis l'éclosion des civilisations? Il y en a plusieurs. Il y en a deux principalement qui ont permis l'évolution des humains. Quelqu'un a une réponse? Deux éléments qu'on a qui sont spécifiques à l'humain. Allez-y. Le besoin. Le besoin, oui. La survie. Les contraintes à apprendre. Apprendre. L'initiative. L'initiative. Alors, il y a des animaux qui arrivent à apprendre aussi, à transmettre le savoir à travers les générations. Le risque. J'entends une bonne réponse ici. Le risque. Hein? Le risque. Ben, vous savez, il y a des singes qui sont même capables de mentir. Hein. Donc, par exemple, il y a un singe qui criait, c'était un vrai test réalisé, qui criait attention, il y a un lion, attention, il y a un lion. En fait, il n'y avait pas de lion, c'est juste qu'il voulait prendre les bananes à côté. La créativité. Ouais. La première, plusieurs hypothèses, réellement. La première, c'est le data processing. Qu'est-ce que c'est le data processing? C'est de pouvoir générer un savoir, un certain nombre d'informations, et le mettre sous un format écrit, ou plutôt pouvoir le rédiger et le garder à travers le temps. Je m'explique. Les humains, quand ils ont commencé à se réunir en groupe de 100, 200, 300 personnes, parce qu'initialement ils étaient en petits groupes, une quinzaine, c'était la famille, c'était la tribu directe, avant de s'associer en groupe de 100 à 300, ils ont eu un petit problème. Le problème, c'est que qui était propriétaire de quoi? De ce bout de terrain, qui était propriétaire de cette vache, et qui était aussi le mari de qui était l'enfant de qui. Donc, ils avaient besoin, puisque le nombre augmentait, avant c'était une tradition qui était verbale, donc on savait qui faisait quoi. Après, ils se sont dit, bon, malheureusement, pour pouvoir faire cela,
il faut qu'on rédige, ou plutôt qu'on ait de l'information qui soit exploitable, et c'était le premier vraiment début de la civilisation telle qu'on la connaît. Donc, ce data processing, il prend la forme de l'écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on était dans les premières villes dans la région de Palestine, Liban et autres, Jéricho, c'est l'une des premières villes au monde, ben, les gens avaient un certain nombre de problématiques. Ben, ils ont commencé, à ce moment-là, à rédiger ces problématiques-là, à trouver des solutions à ces problématiques-là sous un format écrit, sous un format cunéiforme. Je vous présente la première disquette, le premier CD, le premier data qui a été rédigé. Le voici. C'est du cunéiforme qui a plus de 3300 années. L'écriture. Aucun être vivant n'est capable de rédiger l'information qu'il a sous un format tel qu'il soit. Donc aujourd'hui, pour la transmettre, plusieurs animaux, plusieurs insectes ont la capacité de la parole. Ils discutent entre eux. Le commérage, par contre, il est humain, mais on l'a retrouvé aussi chez des primates. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver à l'état dans lequel on est, c'est qu'il y a eu, on a rassemblé de l'information, on l'a analysé, et on a aujourd'hui, c'est ce process-là qui est profondément humain. Ça, c'est le premier. Recherche, on va rechercher de l'information. Donc comment on a généré de la data? On a recherché donc l'information primitive, brute, un peu partout. On l'a stockée sous format d'écriture. On l'a analysé. Par exemple, pour les taxes, les premiers peuples et autres ont pu lever des taxes dans le troc à travers du stockage et de l'analyse d'informations. Et puis, bien sûr, l'exploiter. Vous allez voir que ça n'a pas trop changé depuis le temps. La deuxième capacité qui n'est pas purement humaine, mais elle a pu être poussée très très loin. Je m'explique. Un être humain voulant manger un mammouth, hein, il voulait le tuer et autres. Un seul contre un mammouth, il ne pouvait pas grand-chose. Par contre, une centaine de gens qui sont capables de travailler ensemble, de collaborer ensemble, ils ont pu, à ce moment-là, gérer le mammouth et bien sûr en faire un plat pour toute la tribu pendant des mois et des mois. Donc cette deuxième capacité, c'est la collaboration en masse. Collaboration en masse, vous allez le trouver, bien sûr, des primates qui arrivent à collaborer, vous avez des groupes qui arrivent jusqu'à une trentaine d'individus, mais pour l'humain, la collaboration en masse est passée à une vitesse supérieure. Donc, l'humain a pu évoluer, entre autres, parce qu'il a ces deux capacités. Et là, c'est quasi, il y a une unanimité au niveau des scientifiques pour dire qu'aujourd'hui, ces deux capacités associées sont uniques chez l'homme. La parole, la pensée critique et tout ça, ça existe un peu partout dans le règne animal. Par contre, générer de la data, l'analyser, mais aussi de pouvoir collaborer en masse, ça, c'est le propre de l'homme. Donc on va prendre un exemple très simple. La création des avions. Il y a un monsieur, ou plusieurs monsieur, dans Abbas ibn Farnas et autres, certains étaient musulmans, d'autres non, qui ont commencé par la recherche. Ils ont observé comment les oiseaux volent. Puis après, ils ont rassemblé les données sur les vols d'oiseaux, ils les ont rédigées dans des formes de livres, à l'époque, chacun à sa manière, sur des papyrus, sur d'autres supports. Ils ont analysé, et puis après, ils ont exploité ces données-là pour créer des prototypes ou des plans d'avions. La collaboration en masse, c'est cet avion-là. Aujourd'hui, vous verrez qu'un avion type Boeing, il n'y a aucun pays, là par exemple, vous trouverez le Japon, l'Italie, la Corée, le Maroc aussi, France, Corée, encore une fois, Australie, Italie, toutes ces pièces-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette collaboration en masse est arrivée à un niveau très avancé. Et Internet, qu'est-ce qu'il permet? Il permet à la fois de gérer de la data, de la générer, de la distribuer, et d'avoir une certaine collaboration en masse. Aujourd'hui, on peut passer commande, aujourd'hui ici, et dans quelques secondes, elle est en Chine ou autre. Donc finalement, aujourd'hui, l'humanité a pu évoluer en améliorant son data processing. Par exemple, pourquoi les pharaons étaient meilleurs que les peuples à côté? Parce qu'ils avaient un meilleur système bureaucratique, sans plus. Ils n'avaient ni outillage supérieur, ni quoi que ce soit. Les pyramides ont été construites par des outils en pierre et en bois.
Donc le data processing, bien sûr, et la collaboration en masse. Et bien sûr, on continuera à faire évoluer dans le futur ces deux éléments-là. Donc on a simplifié un petit peu qu'est-ce qui a permis dans l'histoire de faire l'évolution humaine. Et on va voir qu'aujourd'hui, les humains contre les machines classiques, qu'est-ce que je nomme comme machine classique? C'est les ordinateurs que vous avez chez vous, c'est votre smartphone. Aujourd'hui, vous faites plus confiance à votre smartphone pour prendre une décision sur votre trajet qu'un autre outil ou que vos amis. Donc imaginez peut-être demain dans le futur, on leur posera la question, décidez pour nous, où est-ce que je vais pouvoir investir, avec qui je vais me marier, avec qui je vais avoir une relation, ou qui devrait éventuellement être élu aux politiciens ou autres. Donc aujourd'hui, les humains, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont lents dans le data processing. Pour rassembler d'informations, il faut du travail physique, il faut du temps et autres, et qui sont limités. Ils tombent malades, ils ont que 8 heures par jour, ça dépend des pays, peut-être 35 heures par semaine, ça dépend. La collaboration en masse est toujours procédurale, ça veut dire pour pouvoir travailler avec un groupe de 7, c'est déjà assez difficile, et de pouvoir avoir une confluence de tous les actes pour une action bien précise, c'est assez difficile. Imaginez que vous l'avez pour une centaine de personnes. Je prends l'exemple de la route. La route, c'est toujours très difficile de conduire, parce qu'on ne se parle pas quand on est en voiture. Par contre, les machines, le data processing chez elles, elle est beaucoup plus rapide, des milliers de calculs par seconde. Par contre, elles sont limitées. Ça veut dire quoi limitées? Ça veut dire qu'elles ont un niveau de calcul qui est limité par le côté physique. Par contre, la collaboration en masse, elle est procédurale. C'est-à-dire on lui donne un algorithme à suivre. Voilà, quand il y a une voiture en face de toi, la voiture autonome, quand il y a une voiture en face de toi, il faut s'arrêter. Quand il y a 2 enfants et qu'il y a un conducteur à l'intérieur, que vous n'avez pas d'autre choix que de rentrer dans les enfants, là le dilemme se pose. Là, c'est la machine classique. C'est la machine que nous avons aujourd'hui. Demain, le combat ne se fera plus entre humains et machines classiques, ça se fera entre les machines classiques et les machines avec ce qu'on appelle le machine learning. Qu'est-ce que c'est que le machine learning? C'est tout simplement, on a créé la capacité humaine de comprendre et d'apprendre par soi-même. C'est-à-dire des machines qui sont comme des sortes de bébés, à qui on donne de la matière, on lui dit, vas-y, maintenant c'est à toi d'apprendre. Je vais vous expliquer la différence entre machine learning, deep learning et bien sûr l'intelligence artificielle. Le data processing chez la machine classique, on a vu, il est rapide et limité. Là, dans le machine learning, il est rapide et illimité. C'est-à-dire on lui a donné la capacité de comprendre et d'apprendre elle-même. Et c'est ça le futur. La collaboration en masse, elle est procédurale, instantanée chez la machine classique. Par contre, dans le machine learning, on n'est pas encore là. Et tant mieux. Ça fait un peu science-fiction. Vous savez, des machines bien pensantes qui, elles, décident quoi faire de l'humanité et autres, ça va venir dans pas longtemps. Ça a l'air un peu d'être bizarre. Mais c'est déjà en cours. Alors, on va prendre un exemple très simple. Un jeu que tout le monde connaît, c'est les échecs. Les échecs, normalement, c'était Kasparov qui gagnait tout le temps. Et après, il y a une petite machine qui est sortie, qui s'appelle Stockfish. En fait, c'est un software, un logiciel, à qui on a appris un certain nombre de stratégies dans les échecs. Alors, Stockfish, elle a été battue, mais d'une manière extraordinaire. Alors que Stockfish, il génère plus de 70 millions de calculs par un algorithme qui est celui de Google. Alors on va voir, c'est la machine classique, c'est le programme classique, c'est Stockfish, et machine learning contre AlphaZero. Stockfish, qu'est-ce qu'ils avaient? C'est un moteur de jeu open source. C'était développé par des gens et le développement a continué à travers le temps. Stockfish, il est capable de faire 70 millions de calculs par seconde. Par contre, AlphaZero, développé par une boîte acquise par Google, il a un mode d'apprentissage automatique. Ça veut dire qu'elle est capable d'apprendre toute seule. Plus besoin d'humain, plus besoin d'input humain quand elle arrive à l'étape de l'apprentissage. Elle ne fait que 80 000 calculs par seconde. Pas plus, elle est beaucoup plus faible que l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Stockfish, il avait un accès à une base de données d'expérience en jeu d'échecs extraordinaire, c'est de là où elle a appris, sans plus. AlphaZero a appris tout seul toutes les stratégies qui existent et il a évolué
il a créé ses propres stratégies au bout de 4 heures. C'est-à-dire, imaginez qu'on lui donne accès à un savoir-faire ou un savoir humain extraordinaire. Vous imaginez qu'au bout de quelques jours, ils auront acquis toutes les compétences humaines, plutôt toutes les caractéristiques humaines, et ils les déploieront de manière beaucoup plus forte. AlphaZero a gagné avec 28 victoires, 72 matchs nuls, et a pris tout seul, bien sûr, en 4 heures. Et c'est ça le machine learning. Et c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est d'avoir des machines qui sont capables de créer leur propre système à elles. C'est comme un cerveau vide. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle d'ailleurs de deep learning. Le deep learning, que vous avez en bas, c'est une forme de machine learning. Une forme de machine learning qui se base sur les modèles de la pensée. C'est-à-dire le modèle du cerveau. Ils ont pris le cerveau et l'ont dupliqué à travers des interconnexions, à travers des logiciels et des softwares qui permettent aujourd'hui de créer du savoir purement de la machine. Le machine learning, c'est alimenter l'algorithme pour apprendre toute seule. Et l'IA, c'est réaliser, l'intelligence artificielle, c'est de réaliser des caractéristiques ou des capacités d'intelligence humaine, comme reconnaître des objets, comprendre un langage, résoudre un problème. Sauf que cette intelligence artificielle a besoin de matière pour pouvoir être bonne. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de farms de machine learning. Ça veut dire des fermes où on leur donne du savoir. Et vous avez participé à cela, peut-être sans le savoir. Vous avez appris à des machines de Google pour faire la différence entre un visage, un chat, peut-être et autre chose. Et d'ailleurs, c'est cela, c'est le CAPTCHA. Vous avez travaillé pour Google pendant une bonne période. Il n'y a rien de gratuit sur Internet, vous le savez très bien. Donc, et l'humain dans tout cela, à quoi il va servir? Est-ce qu'on va pouvoir parler de l'humain amélioré, l'humain-machine? L'humain amélioré, possible. L'humain-machine en est déjà là. Regardez, c'est un monsieur qui est amputé, qui a des armes, des bras bioniques connectés directement à son cerveau. Et donc, vous êtes peut-être contre l'idée d'avoir des surhumains, mais si au Maroc, aux États-Unis, vous refusez cela, peut-être en Chine, ils vont le faire. Aujourd'hui, il y a des casques capables d'agir sur les ondes cérébrales qui pourront augmenter la concentration des personnes de plus de 90%. Ça appartient à l'armée américaine. Des tests ont été réalisés aussi sur des humains, et ils ont montré qu'on augmentait la concentration de plus de 90%. Finalement, on a pu pirater l'humain, on comprend un peu comment il marche. Aujourd'hui, vous avez certainement une partie de vous qui est dans le smartphone, et demain, l'évolution va être encore linéaire. Mais le combat va être totalement différent. Pour la première fois, des humains ne seront plus vraiment utiles, puisqu'on pourrait remplacer les travailleurs, les muscles qu'on avait auparavant par des machines capables de faire un travail d'une trentaine, une quarantaine de personnes, 24 sur 24, 7 jours sur 7, et peut-être aussi, même sur le plan économique, aujourd'hui, on le voit au niveau marocain, notre output et notre plus-value au niveau économique est très faible, donc on est très bien remplaçable par des machines. Donc pour la première fois, on peut très bien s'arrimer à ce savoir parce qu'il y a de très bonnes compétences au niveau local et le machine learning n'est pas à ses débuts, il est déjà très en avance, on peut très bien faire des choses extraordinaires dessus si on veut s'arrimer à cela. Le futur pour vous, sachez qu'une très grande hypothèse qui prend place aujourd'hui, c'est que c'est fini les métiers où on fait une carrière pendant 20-30 ans, vous aurez des métiers d'expertise qui dureront pendant 5-10 ans. Le seul bémol que vous aurez, il y en aura deux, c'est de savoir que vous ne savez rien, et deuxième, pouvoir gérer le stress du changement chaque 5 ans. Mais peut-être d'ici là, on trouvera des machines et des molécules qui vous donneront l'impression que vous êtes heureux et vous êtes bien portant. Voilà. Merci beaucoup. J'espère avoir été bref et respecter les délais. Je suppose que c'est le déjeuner. Là aussi, c'est un besoin primitif, donc auquel je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est vrai que le sujet est immense, il est extraordinaire, difficile à aborder au Maroc parce que on se dit toujours non, mais on a besoin de l'humain. Aujourd'hui, il y a des machines capables, oui, des machines capables de créer de la musique. Même en matière de créativité artistique, elles créent de la musique. Vous avez vu peut-être il y a 3 jours le premier spot créé par une intelligence artificielle. Allez-y.
Merci pour votre intervention. Je trouve c'est extraordinaire. Vous avez un petit peu tracé les choses du début jusqu'au deep learning, etc. Maintenant, il y a un problème de société et d'évolution de la société. Tout ce que vous dites va arriver. Le cas a dit, tout ce qu'on peut automatiser sera automatisé. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord? Mais cela veut dire pour une société qui a un certain nombre de métiers, hein, et de personnes qui vont rester sur le côté. Hein? On n'aura plus besoin de chauffeurs de taxi, Oui. on n'aura plus besoin de comptables, on n'aura plus... Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Voilà. C'est un problème. Alors, non, je termine. Oui, allez-y. Quelle est la solution? Je pose le problème, je veux aussi contribuer à la solution si c'est possible. Pour moi, la solution, c'est l'école 1337. C'est-à-dire former des gens qui sont capables de résoudre leurs problèmes eux-mêmes, de créer eux-mêmes leur métier et leur avenir. Voilà, merci. Ouais, entre autres. Merci beaucoup. Oui, Armand, tu as une question? Ouais. S'il vous plaît, soyez bref, comme ça le besoin primitif sera servi. Ouais. Okay. Ouais. Moi, Berisha, Ouais. Juste un petit commentaire, une question, rapidement. Sur les 500 plus grandes entreprises mondiales aujourd'hui, dans les 15 prochaines années, ils prévoient déjà qu'un administrateur de conseil d'administration serait un robot. Exactement. C'est juste une information. Ma question, toute cette intelligence artificielle a été créée par l'intelligence réelle, humaine. Ouais. Est-ce que finalement, on ne va pas finalement vers une situation où, entre les deux, on va cohabiter? C'est-à-dire qu'il y aura encore d'intelligence humaine qui va encore entretenir l'intelligence artificielle et qui elle-même va améliorer l'intelligence. Ça vous réconforte, ça vous fait plaisir. Alors, oui, alors rapidement, je vais répondre aux deux questions qui sont un peu dans le même, au même niveau. Alors, déjà, humainement, il y a un gros problème. Honnêtement, personne ne peut vous répondre aujourd'hui de vous dire que une grande partie de l'humanité ne tombera pas dans une obsolescence. Ça, personne ne peut vous le dire. Par contre, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Les CIO, alors si on voit la bourse de New York Stock Exchange, plus de 95% des opérations réalisées sont réalisées par des machines. Rien à voir avec les humains. D'ailleurs, on a vu un crash en 2017, plus de 1000 points perdus. Tout ça, c'est à cause des machines. Il n'y a plus de traders en bourse, c'est plus tendance, ça, c'est fini. Donc ça va changer. Alors, ça réconforte de dire oui, on va trouver un juste milieu. J'espère, honnêtement, parce que le gros problème, c'est que aujourd'hui, on nous demande à nous, avant pour reconvertir un agriculteur en caissier ou en travailleur dans une usine, il fallait une journée de formation. Aujourd'hui, la formation, elle doit être beaucoup plus profonde et assez, je dirais, initiale par rapport au processus d'apprentissage. Je m'explique. Un enfant, aujourd'hui, on ne doit pas lui donner de l'information à apprendre. On doit lui donner les moyens pour chercher de la bonne information. Pourquoi? Parce qu'avant Internet, pour trouver de l'information, il fallait aller à la librairie, il fallait chercher. C'était très laborieux, ça prenait beaucoup de temps. Avec Internet, on a beaucoup trop d'informations. Et donc, il faut lui apprendre à chercher la bonne information. 2, pouvoir travailler en groupe. 3, avoir une pensée critique continue. Le travail en groupe, ce n'est pas un truc juste on va faire un projet ensemble. Non, pouvoir penser en groupe. Donc il y a un certain nombre d'éléments à mettre en place. Et 3, aller vers des métiers d'expertise. Aujourd'hui, on est très généraliste au Maroc. Un exemple, 2017, l'armée américaine avait des problèmes pour recruter des ingénieurs en drone. Parce que c'est fini la guerre conventionnelle avec des avions qui vont lancer leurs bombes. Aujourd'hui, c'est des robots et qui sont gérés par un monsieur qui est à San Francisco. Ils ont eu des problèmes à trouver des ingénieurs dans ces métiers. Peut-être vous, vos enfants, ils devront partir vers des métiers de niche avec un niveau d'expertise tellement avancé qu'on ne parlera plus de médecins, par exemple traumatologues, on parlera de médecins experts d'un os au niveau de la main, pas que de la main. Voilà. Oui. Si vous n'avez pas répondu, Oui. Est-ce que finalement on va être dépassé par cette machine? C'est le nouvel humain. Oui. J'ai l'impression qu'à un certain moment, puisqu'elle apprend toute seule, à un certain moment, elle va certainement nous gouverner. Oui, bien sûr. On a créé un bébé qui va nous dépasser. Oui. Et je crois que c'est ça l'avenir finalement. Les machines seront aussi propriétaires de biens, comme l'Église l'a été à un certain moment. Donc il va être aussi CEO, patron de grandes entreprises, qui vont vous gérer. Et vous allez avoir l'impression qu'ils sont assez émotionnels, alors que non. Alors ce qui se passe par exemple aujourd'hui, vous savez que le Kindle,
la nouvelle version du Kindle, la liseuse de Amazon, elle a la capacité de lire vos émotions à travers sa caméra. Ça veut dire que si vous n'aimez pas un chapitre dans un livre, elle va le transmettre à l'éditeur, s'il vous plaît, changez ce chapitre-là. C'est-à-dire, au lieu que vous lisez le livre, c'est le livre qui vous lit aujourd'hui. Donc finalement, c'est un très grand risque. J'espère que comme le génie génétique chez l'embryon, qui a été bloqué, parce qu'on est capable aujourd'hui de faire des miracles sur les embryons humains, mais on l'a bloqué à travers des lois. Donc il faudrait aussi légiférer sur un certain nombre de plans, mais c'est des lois qui devront être supragouvernementales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas tolérer qu'une Corée du Sud fasse ou crée des super-humains qui n'auront pas de cancer, qui n'auront pas d'infection et autres. Parce que demain aussi, on sera tellement en concurrence qu'on va se dire, pourquoi pas nous aussi? Donc le dilemme est là, c'est dans la gouvernance, mais c'est pas au niveau du gouvernement, parce que les gouvernements aujourd'hui n'ont plus vraiment le pouvoir, encore une fois ce que je viens de dire il n'y a pas longtemps, n'ont plus le pouvoir, c'est fini, Internet leur a pris une grande partie du pouvoir, ils sont devenus des administrations qui gèrent des affaires. S'il vous plaît, avec le développement de Là derrière, c'est bon. Ouais. le développement de l'intelligence artificielle, comment on va faire avec les plans B? C'est-à-dire que je prends une centrale nucléaire, je vais la gérer par l'intelligence artificielle, un système expert. Demain, il y a une panne. L'humain aurait déjà perdu l'expertise. C'est ma première question. La deuxième, qui va réguler tout ça? C'est-à-dire pour éviter qu'un robot tue un être humain, ou bien qui va réguler tout ça? Le robot n'a aucun intérêt à tuer ni à vous garder en vie, c'est pas son problème. Bon, c'est comme tout simplement quand vous conduisez votre voiture sur une route, vous avez des fourmis qui passent, vous allez les écraser sans le savoir. Donc demain, ils vont agir pour leur bien, peut-être qu'on les a paramétrés initialement, ça veut dire optimiser le bénéfice, gagner plus d'argent, peut-être faire un certain nombre d'éléments. Donc ce n'est pas vraiment un niveau conflictuel, il faut en être conscient. Et d'ailleurs, beaucoup de grands savants, de grands entrepreneurs américains appellent à la limitation de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut arrêter cela parce que c'est extrêmement dangereux. Et deuxième élément, comme vous dites, on aura toujours besoin de l'humain. D'accord? Parce qu'on aura besoin de vis pour faire le robot et tout. Mais demain, l'humain aussi lui-même est piratable. Comme on l'a vu avec des molécules chimiques aujourd'hui, on part vers de la neuroélectronique, on l'a vu avec les Parkinsoniens. Ça commence toujours avec une bonne raison. Il y a une maladie, on va la traiter avec quelque chose, puis après, ça change d'endroit. Aujourd'hui, on la vit avec la personne amputée, et demain peut-être on ajoutera à des militaires des armes, des mains spécifiques et autres. Donc c'est toujours une bonne volonté, c'est ça l'évolution un peu humaine. Maintenant, je vous souhaite un bon courage, achetez-vous une ferme, préparez-vous au cataclysme. C'est pas aussi dégueulasse que ça. Ouais, je crois qu'on arrête. Merci beaucoup.